Alors, Fernando, suite à ce que tu viens de me dire, plusieurs questions me sont venues à l'esprit, mais j'aimerais les garder pour la fin de l'émission, parce qu'elles sont trop nombreuses pour conclure maintenant. En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'en parler. Quels sont les principaux mensonges ou les principales fausses idées que la société espagnole ou les jeunes Espagnols, à travers le système éducatif, ont acceptées? À propos du terrible conflit civil qu'a représenté la guerre? Eh bien, rien que les mentionner serait très long. Je veux dire avant tout qu'il y a une réaction très saine contre l'imposition d'une version particulière. Parce qu'ici, il s'agit de confronter différentes versions. Il est certain qu'il existe différents points de vue et en soutenir un est légitime. Ce qui ne l'est pas, c'est l'imposer. Encore moins avec un caractère officiel, comme le suggèrent la loi de mémoire historique et la loi de mémoire démocratique. Imposer un récit officiel auquel on ne peut pas s'opposer, dans lequel il y a même des amendes et la saisie des supports d'un discours différent, livre ou tout autre type de support. C'est cela qui est intolérable. Et bien sûr, ce type de mesure est pris parce que, réellement, l'imposition du récit officiel ne supporte pas un récit alternatif, une explication différente. Depuis les causes de la guerre, c'est que des causes de la guerre, moi par exemple, en répondant à ce que tu me demandais sur les causes même de la guerre, pourquoi la guerre civile espagnole a-t-elle éclaté? Les antécédents de la guerre civile espagnole. Il est très intéressant de voir comment la loi de mémoire démocratique et l'actuelle n'enquêtent pas sur ce qui s'est passé avant le 18 juillet 1936. Nous gardons une image figée du soulèvement et du coup d'État de 36. Et on ne s'intéresse pas à pourquoi cela s'est produit, on ne s'intéresse pas à ce qui s'est passé avant, à ce qui est arrivé avant. Pourquoi? Car il faut expliquer cette image. Pourquoi ces événements arrivent-ils? Pourquoi, comme l'a dit Jill Rawls, la moitié de l'Espagne refuse-t-elle de se résigner à mourir? Et qu'elle se soulève dans une situation donnée. À partir de là, pendant la guerre civile, il y a une multitude de mythes. Par exemple, le mythe selon lequel les nationaux étaient des fascistes. Prenons l'exemple du mythe selon lequel les nationaux ont réussi grâce à l'aide internationale. Le mythe selon lequel les nationaux étaient plus puissants que leurs ennemis, les insurgés, ou quel que soit le nom qu'on veuille leur donner. Et puis il y a une quantité de mythes concrets qui persistent, qui sont toujours là. Par exemple, il me vient à l'esprit le mythe du bombardement de Guernica, des brigades internationales, du dénouement même de la guerre, de la raison pour laquelle la guerre se termine par la victoire des uns et la défaite des autres. Le mythe. La vérité, c'est qu'il existe une quantité énorme de mythes autour de la guerre civile. Et c'est précisément pour cela qu'il faut interdire la remise en question de tout ce genre de choses. La répression est aussi un autre des grands mythes qu'il faut préciser davantage à propos de la guerre civile. Le génocide, mais qui fut un génocide ayant eu lieu pendant la guerre civile contre l'Église catholique, dont on essaie de ne pas parler ou d'en parler le moins possible. Naturellement, parce que cela inverse les rôles de bon et de mauvais dans de nombreux sens. De nombreux mythes entourent la guerre civile espagnole. J'aimerais surtout en détailler plusieurs, mais comme ce n'est pas possible, car nous avons un temps limité. Malheureusement, ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qui est le plus important pour moi, car c'est là que se trouve le point de départ. Et dans le point de départ, si l'on analyse bien les causes, c'est là qu'on peut décider pourquoi tout cela éclate, et c'est là, je crois, que l'endoctrinement peut augmenter. Et je ne fais pas cela pour imposer une vision, ni celle de Fernando Paz, ni celle de G. Valenila, mais pour que les gens aient une opinion alternative. Je te le disais déjà dehors, je suis sorti de l'Institut en pensant une chose. Mes expériences au Panama m'ont poussé à remettre en question les idées reçues à l'école. Et à force de commencer à tout remettre en question, j'ai commencé à regarder des documentaires alternatifs. Après 5 ou 6 documentaires, j'ai compris beaucoup de choses et réalisé que ce n'était pas comme on me l'avait dit. Ce qui m'a surtout marqué, c'est la question des causes, jamais abordée. Pourquoi ne m'a-t-on pas parlé de la Seconde République? Pourquoi la guerre a-t-elle commencé? Fernando. Il existe différents types de causes, notamment des causes profondes qu'il faut analyser. Et c'est qu'en Espagne, à cette époque, il y avait eu un développement très inégal. L'Espagne était un pays considérablement en retard si on la compare aux pays européens, comme nous dirions aujourd'hui les pays de notre entourage, et un pays où il y avait une grande injustice sociale. Il y en avait surtout dans la moitié sud de l'Espagne. Cela s'était produit 100 ans plus tôt. Depuis la désamortisation de 1836, cela s'était produit.
Il y avait une situation d'énorme injustice, selon laquelle il y avait très peu de propriétaires terriens. La plupart étaient en des rentiers, peu impliqués dans l'exploitation de la terre. Et il existait un important prolétariat urbain, pardon, rural, qu'on peut appeler ainsi, n'est-ce pas, dans de nombreuses régions d'Andalousie, mais aussi en Castille-La Manche et en Estrémadure. On voyait souvent cela dans les villages. Des dizaines et des dizaines d'hommes sur la place centrale du village, qui avaient à peine, littéralement, de quoi manger. Et aller voir les propriétaires terriens tôt le matin pour choisir qui allait travailler ce jour-là, n'est-ce pas? Et venez dans ma région pour les travailler. Et ils travaillaient du lever au coucher du soleil, souvent pour une assiette de gazpacho et une peseta qu'on leur donnait à l'époque. Bien sûr, cela ne suffisait même pas pour qu'ils puissent subvenir aux besoins de leur famille. La situation était, dans de nombreux cas, tragique dans une grande partie de l'Espagne. Sous-titre ESOS, ces faits influencent la guerre civile, la question agraire fut un problème certes très important. Il y avait aussi un déséquilibre notable dans le développement industriel. Il y avait quelques régions en Espagne, principalement la Catalogne, en raison de son importance, la Biscaye, Madrid et les Asturies, où, comme je l'ai dit, ce développement industriel avait eu lieu, aussi assez inégal, qui en plus avait hérité de certaines situations du 19e siècle considérablement injustes. Entre 1868 et 1870, la désamortisation du sous-sol a transféré la richesse nationale aux exploitants étrangers. On ne leur avait même pas demandé d'installer des industries de transformation en Espagne pour que l'exploitation du sous-sol crée de l'emploi. Mais on s'était contenté d'utiliser ce qui était extrait pour assainir les finances et financer les guerres, surtout la guerre carliste. Enfin, c'était une situation, comme je l'ai dit, de grand déséquilibre et de forte inégalité sociale. Cela n'a pas été résolu avant les changements des années 50, puis 60 et 70, dans l'Espagne de Francisco Franco, celle de la modernisation. Ce sont des causes profondes et importantes. Il y a aussi ce que l'on a voulu voir comme le problème religieux, le processus de sécularisation en Espagne, qui s'est fait d'une manière particulière, surtout dans ces dernières puissances invases. Très agressive. Contre l'Église et contre le fait que la société espagnole était très majoritairement catholique. Les nationalismes émergent également. Il y a un problème territorial qui est surtout encouragé par la bourgeoisie. Ce sont des intérêts conservateurs locaux. Tu parles des régionalismes catalans et basques, fondamentalement des nationalismes. Catalan et basque. Le basque est en quelque sorte un disciple, d'une certaine manière, du catalan Sabino Arana. En fait, il a appris à Barcelone comment tout cela se développait. Et il défendait fondamentalement, comme je l'ai dit, des intérêts bourgeois, les intérêts de la classe aisée, des gens riches, des gens qui possédaient des industries, etc. Eh bien, tout cela dresse un panorama tendu en Espagne. Ajoutez au fait qu'en Espagne, il ne s'était pas produit ce qui avait eu lieu dans d'autres endroits d'Europe. Une révolution industrielle digne de ce nom, raisonnablement étendue sur l'ensemble du territoire national. Et une sorte, si l'on veut l'appeler ainsi, de refondation de la nation, qui avait bien eu lieu dans d'autres endroits d'Europe, mais qui ne s'était pas produite en Espagne. En Espagne, la nation n'est pas refondée. Dans un sens libéral et industriel, pour l'appeler ainsi, cela génère une grande bourgeoisie et une grande classe moyenne, ce qui entraîne d'énormes tensions de classe, pour les appeler ainsi. Tout ce panorama qui est en partie atténué pendant l'époque de la Restauration, surtout dans la seconde partie de la Restauration. Avec quelques tentatives, surtout de la droite, Maurras voulait mener ce qu'il appelait la révolution d'en haut. Maurras, leader conservateur, modernisateur de l'Espagne, s'intéressait à l'Europe et affirmait « soit nous faisons la révolution, soit elle nous sera imposée ». Mais l'Espagne ne peut continuer ainsi. Il voulait un pays de classe moyenne, mais cela n'a pas été possible pour de nombreuses raisons. Mais cette situation de profonde injustice, au lieu d'être réparée par des gouvernements, disons, progressistes, ou par des gouvernements qui comprenaient que seule la modernisation pouvait mettre fin à ce système de choses. Elle a été exploitée par la gauche pour créer une ambiance, une atmosphère, un terrain, un humus propice à la révolution. Et en fait, lorsque la gauche gouverne pendant la Seconde République, aucun des grands problèmes auxquels l'Espagne est confrontée n'est réellement abordé.
Et en revanche, ces problèmes sont utilisés comme levier d'agitation sociale pour atteindre une série de buts politiques et idéologiques qui sont des objectifs révolutionnaires. Et ce sont là, je dirais, les causes fondamentales et profondes de l'éclatement de la guerre civile. Ensuite, il y a des causes plus proches qui étaient, si l'on veut dire ainsi, plus urgentes, en raison de leurs conditions et nature. Et justement, dans le prolongement de ce que j'ai dit auparavant, la gauche est là depuis avant, et je pense que cela vaudrait la peine de l'expliquer. Depuis 1933, quand le Parti socialiste ouvrier espagnol change d'orientation. Et surtout, dès la Révolution des Asturies de 1934. La gauche espagnole est dans un processus profondément révolutionnaire. Déjà, la gauche espagnole a 90%, à l'exception de quelques secteurs républicains modérés qui sont très peu nombreux, la majeure partie de la gauche espagnole. Le socialisme, l'anarchisme et le communisme sous leurs différentes formes, car ils sont véritablement très protéiformes, très changeants, il y a de nombreuses organisations. Et belliqueux entre eux, n'est-ce pas? C'est l'une des causes en fait de la défaite de la guerre, une cause fondamentale de la défaite de la guerre, de ceux de C'est ce- républicains, mais dès octobre 1934, le projet devient vraiment révolutionnaire. À cela s'ajoute que les socialistes et les anarchistes n'ont pas une idée claire de ce qu'ils veulent faire. Ils n'ont pas de plan, pour ainsi dire. Ils ne savent pas comment ils veulent le faire, ils ne savent pas le faire. Seul le Parti communiste a vraiment une idée de la stratégie et de la tactique pour amener la situation, disons, à un objectif révolutionnaire. Le reste, ce que nous trouvons, c'est une agitation permanente, agressive, violente, sans but proche. Ce qui exaspère la société espagnole et surtout les secteurs les plus défavorisés de la société espagnole, à qui l'on impose des situations de très grande tension qui ne sont jamais satisfaites. La gauche à la tête du gouvernement en Espagne, et bien sûr la droite non plus, ne résout aucun des problèmes qui sont posés. Pendant la Seconde République, au contraire, elle les exacerbe. Et cela, ajouté aux événements de février 1936, où le Front populaire remporte les élections de manière absolument frauduleuse. C'est prouvé, oui, oui, ceci. Il y a environ 10 ans, un livre est sorti, 1936. Comment ça s'appelle? Fraude et violence. Il me semble que c'est le titre. Il fait une étude absolument exhaustive des procès-verbaux de la Seconde République et il estime que la fraude électorale était généralisée. Et donc, la victoire du Front populaire en février 1936 n'était en aucun cas démocratiquement légitime. Autrement dit, ils n'ont pas vraiment gagné les élections. Il faut aussi dire qu'à cette époque, il n'existait pas cette sorte de, appelons-la ainsi, fondamentalisme formel démocratique, selon lequel, disons, la démocratie est le thermomètre de tout, ou la mesure par laquelle on évalue tout. Mais à cette époque, cela importait en réalité plus ou moins peu. Tout le monde savait qu'il allait y avoir une collision entre ces deux Espagnes. En fait, la guerre civile éclate parce qu'il y a déjà une division préalable entre les Espagnols. Ce n'est pas la cause de la division, c'est la conséquence de la division entre les Espagnols. Si l'on regarde ce que l'on peut appeler des coups d'État ou des pronunciamientos militaires, au XXe siècle, on en compte essentiellement 3. Il y en a d'autres, mais qui échouaient et n'aboutissant à rien. Mais en termes de portée, de relief et d'importance, il y en a 3. En septembre 1923, Primo de Rivera, capitaine général de Catalogne, se prononce à Barcelone. Il fait un coup d'État. Celui du 23 février 81 et l'autre ne causant pas de guerre civile, seul le coup d'État de 1936 en déclenche une. Pourquoi? Parce que celui du 23 Primo de Rivera bénéficie du soutien pratique de toute la société espagnole, à l'exception des secteurs de l'anarcho-syndicalisme, principalement catalan. Ainsi, personne ne s'oppose à Primo de Rivera. Il fait son coup d'État, le roi l'approuve et c'est tout. Il gouverne 6 ans. Celui de 1981 du 23 février est un sujet très intéressant. C'est un auto-coup d'État, c'est un coup du régime contre lui-même, c'est un coup de la monarchie pour légitimer la monarchie. C'est un coup d'État, effectivement, c'est un coup de la monarchie, c'est un coup de la classe politique et c'est un coup de la classe journalistique. C'est vraiment un auto-coup d'État. Mais où utilise-t-on les militaires, comme cela s'est produit tout au long du XIXe siècle, lors de toutes les proclamations? Ce n'est pas un coup d'État purement militaire, mais des services de renseignement du Centre de sécurité et d'information, de la défense du Centre national de l'information, dirions-nous aujourd'hui.
C'est un sujet vraiment passionnant, celui du 23 février, mais bon, je veux. L'important dans ce cas, c'est qu'aucun des deux coups d'État, ni celui de Primo de Rivera, ni celui du 23 février, ne donne lieu à une guerre civile. Pourquoi? Parce que dans un cas, tout le monde soutient le coup d'État de Primo de Rivera, pour qu'on se comprenne, l'immense majorité. Et dans celui du 23 février, parce que personne, une fois qu'il a échoué surtout, personne ne soutient le coup d'État du 23 février. Ainsi, il n'y a ni division ni guerre civile dans la société. Mais le 18 juillet 36, cela déclenche une guerre civile. Et il provoque une guerre civile parce que la division de la société a déjà eu lieu auparavant, parce que la société espagnole était déjà divisée. C'est comme une réponse, une conséquence à cette division. Oui, pour le dire d'une certaine manière, c'est effectivement une conséquence de cette division.